Qu'il est exactement, il est dans l'air du temps du niveau de la vie politique française. C'est-à-dire qu'il y a un côté binaire. Et d'ailleurs, la manière dont il présente les choses le démontre. La menace principale aujourd'hui, c'est le terrorisme islamiste. Principale. La menace majeure auquel la France fait face. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de menace russe. Bien sûr qu'il y a une menace de la part, je l'ai dit d'ailleurs très clairement dans le Figaro, donc je pense que quelqu'un a dû lui faire une fiche, mais qu'il n'a pas dû lire l'article original, sûrement. C'est qu'il y a une menace à notre souveraineté par la Russie, par la Chine, par les États-Unis. Donc aujourd'hui, la menace russe, elle est plus prégnante. Mais moi, je n'ai confiance, pour vous le dire plus simplement, dans aucune des grandes puissances. Voilà, aucune des grandes puissances. Ça ne veut pas dire que certaines ne sont pas nos alliés, je vous l'ai dit. Les États-Unis sont notre allié. Il n'en demeure pas moins que les États-Unis défendent leurs intérêts. Et si leurs intérêts est contraire aux nôtres, ils n'hésiteront pas à sacrifier les nôtres. Je suis pertinemment au courant de cela. Et ce que je trouve un peu regrettable, si vous voulez, c'est en matière de diplomatie, en matière de défense des intérêts de la nation, c'est de passer toujours d'un extrême à l'autre. C'est merveilleux, ce sont nos alliés, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ou alors non, ça y est, ce sont nos ennemis, parfois du jour au lendemain. Je trouve que cette inconstance dans le domaine de la diplomatie est en quelque sorte un danger pour notre pays. Il faut être constant, il faut être conscient, encore une fois, que les nations n'ont pas d'amis. Je crois que de grands personnages par le passé ont dit cela bien avant moi. Voilà. Et que même lorsque vous êtes allié avec un pays, vous pouvez être en même temps alliés sur un certain nombre de sujets et dans un certain nombre de domaines, concurrents dans un certain nombre d'autres, voire même adversaires dans un certain nombre d'autres. À partir du moment où vous avez cette vision-là, qui me paraît être une vision sage et raisonnable, vous ne tombez pas de votre chaise 3 fois par jour parce qu'un dirigeant d'un des pays change d'avis, prend une autre décision, décide de se retirer d'un théâtre, par exemple, armé après vous y avoir emmené, comme ça a pu être le cas par le passé avec les États-Unis. Vous n'êtes étonné de rien, puisque vous avez cette distance nécessaire pour pouvoir juger des événements. Voilà. Donc moi, je pense que, et j'en veux pour preuve d'ailleurs les propos même de M. Darmanin, qui, quand il était ministre de l'Intérieur il y a encore quelques semaines, nous expliquait que des dizaines d'attentats ont été empêchés au dernier moment. En France, des dizaines d'attentats. Donc oui, je vous dis que dans l'échelle, je pense que le fondamentalisme islamiste est le premier des dangers. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas un danger. Mais si vous accuse en quelque sorte de jouer avec les peurs, qu'est-ce que vous lui répondez? Non, mais c'est une plaisanterie. Enfin, non mais là, c'est un gag. C'est un gag. C'est le maître qui parle, là. Le professeur. Le professeur de gestion de la peur, enfin, en quelque sorte. Bon. Non, mais moi, je ne joue avec aucune peur, précisément. Non, ce que je vous dis, c'est Emmanuel Macron vous reproche de faire croire que lui joue avec les peurs. Non, mais tout le monde a vu qu'il jouait avec les peurs. Enfin, je veux dire, merci de m'accorder autant d'audience et d'influence sur la vie des Français. Mais il n'y a pas un Français qui n'a pas compris que Emmanuel Macron, avec un ton très martial, nous explique quasiment que il faut transformer les usines de Kleenex en usines d'armement parce que la guerre est pour demain, quoi. Enfin, c'est un peu ça qu'on a compris en l'écoutant. Bon. Et puis après, en fait, non, c'est pas exactement ce qu'il a voulu dire. Il fait absolument comme d'habitude. Il lance un propos très choc et puis après, il envoie ses ministres pour jouer les pompiers, derrière. Non, c'est pas exactement ce qu'il a voulu dire en réalité. Bon. Donc, il y a une partie de posture chez Emmanuel Macron. Ces choses-là nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. La réalité et le drame, en réalité, c'est que les États-Unis et la Russie sont en train de préparer la paix sans que les pays européens ne soient à la table. Voilà, et c'est une perte d'influence qui est une perte d'influence majeure pour la France, notamment, qui y a perdu beaucoup d'influence.
beaucoup plus d'ailleurs que d'autres pays européens qui n'ont jamais eu un positionnement dans ce domaine. Donc, comme il voit que tout cela lui échappe, eh bien, il s'agite, il va parler aux 20 heures, il dit des mots très, très forts, il prend un air martial, parce qu'il a le sentiment ainsi de reprendre la main, d'avoir une place, de servir à quelque chose. Bon. Moi, je suis très opposé à la télédiplomatie, qu'Emmanuel Macron adore. Il partage d'ailleurs cette affection avec Donald Trump. C'est la télédiplomatie. C'est qu'on fait de la diplomatie devant toutes les caméras. Je pense que c'est redoutablement inefficace. Voilà. Et que la diplomatie, elle doit être discrète, voire secrète. N'en déplaise aux journalistes qui, du coup, sont un peu frustrés, certes, mais l'important, c'est que ça permet d'avoir des résultats. Aujourd'hui, c'est vrai que, voilà, l'image qui se dessine, c'est l'image de pays européens totalement écartés des discussions de paix. Pourtant, ça fait 3 ans que je réclame qu'on prenne la tête d'une conférence pour la paix. Bien sûr, il y aurait autour de la table des pays européens, mais pas seulement d'ailleurs. Bien sûr, les grandes puissances, mais aussi des pays qui ont intérêt à la résolution du conflit. Je pense par exemple à la Turquie. Bon, ça n'a pas été fait et en réalité, ce qui est déroutant dans la dernière intervention d'Emmanuel Macron, c'est qu'on a l'impression qu'il annonce la guerre au moment où en réalité certains sont en train de construire la paix. Bon, c'est un peu à contre-emploi quand même. Sur l'ampleur de la menace russe, est-ce qu'il y a des nuances entre vous et Jordan Bardella? Dans le Figaro, vous dites que les chars russes sont loin de Paris. Jordan Bardella parle de menaces multidimensionnelles avec un ton plus fort. Quelles sont les différences entre vous deux? Non, mais il n'y a absolument aucune différence. On dit exactement la même chose. Et qu'il y ait des menaces dans le domaine du renseignement de la part de la Russie, bien sûr. Qu'il y ait des menaces sur des attaques numériques, c'est une évidence, c'est une certitude. Qu'il existe des menaces sur des pays voisins de l'Europe, c'est difficile de dire autrement compte tenu du fait que la Russie a attaqué brutalement la souveraineté territoriale de l'Ukraine il y a maintenant 3 ans. Bon, donc voilà, je veux dire, il a parfaitement raison de le dire. Et je partage tout à fait cet avis. Mais encore une fois, la menace militaire n'est pas la seule menace qui peut exister. Je veux dire, il y a la maîtrise de l'espace, il y a la maîtrise des communications, il y a la maîtrise du renseignement, et l'on doit se prémunir, si vous voulez, de dépendre ni de l'un ni de l'autre, et de bloquer potentiellement les attaques de l'un ou de l'autre. Car après tout, les États-Unis, s'ils appuient sur le bouton pour dire, non pas le bouton nucléaire, s'ils appuient sur le bouton pour laisser au sol les F-35 ne volent plus. Est-ce qu'il faut se prémunir de ce risque? Oui, parce qu'il y aura 600 F-35 dans les pays européens en 2030. 600 F-35. 600 F-35 qui, en appuyant sur le bouton, peuvent rester au sol. Et je n'ose vous dire l'étendue des moyens qui peuvent être ainsi annihilés par une simple décision américaine dans le domaine du renseignement, dans le domaine des communications, mais aussi dans le domaine de toute une série d'utilisations industrielles, etc. C'est comme ça. Bon, donc il faut le savoir, enfin on le sait, mais maintenant il faut s'en prémunir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas plaider en disant il faut qu'on devienne autonome, il faut qu'on devienne souverain, et ne pas peut-être commencer à faire la liste de l'ensemble des sujets où nous avons une dépendance qui est une dépendance gravissime, gravissime à l'étranger. Voilà. Si vous voulez, on peut prendre les puces, qui proviennent absolument toutes de Taïwan, qui sont dans nos missiles. Bon, alors si demain la Chine attaque Taïwan, ou gèle Taïwan, ou fait un blocage maritime de Taïwan,
il n'y a plus un missile qui vole. Vous ne croyez pas que c'est un sujet d'importance ? Bon, voilà, donc moi j'entends ce que dit aujourd'hui le gouvernement, je veux juste qu'ils mettent ces actes en accord avec ces déclarations. Et donc, faisons donc la liste de l'intégralité des sujets où nous devons à tout prix dans les années qui viennent, quitte à faire passer des accords d'ailleurs avec des pays européens, puisque les machines qui permettent de fabriquer les puces sont néerlandaises. Vous voyez, c'est quand même un peu particulier comme circuit. Vous voyez, bon, faisons la liste pour tenter de récupérer un maximum de notre autonomie, pour ne dépendre ni des uns et se prémunir potentiellement des autres. Dans vos déclarations, vous, Jordan Bardella, vous sentez que Jordan Bardella était plus hostile à Vladimir Poutine que vous l'avez été, notamment au sein de l'agriculture. Non mais, excusez-moi, mais moi je peux signer toutes les déclarations qui ont été faites par Jordan Bardella. Si vous me dites, vous ne dites pas les choses de la même manière que Jordan Bardella, mais heureusement, quoi. Enfin, je veux dire, nous ne sommes pas des clones, on dit la même chose, on le dit avec des mots différents. Je ne sais pas pourquoi il a été plus raide que moi, c'est peut-être la jeunesse d'ailleurs, après tout la fougue de la jeunesse, au salon de l'agriculture. Je ne vois pas d'ailleurs ce que j'ai dit au salon de l'agriculture qui aurait exprimé une différence avec ce que dit Jordan Bardella. Bon. Mais je sais que c'est le rêve des journalistes d'essayer de trouver le jeu des 7 erreurs. Oui, mais alors du coup il a dit 2, alors que vous avez dit A, et là on voit bien qu'il y a une différence. Ça ne fonctionnera pas. On pense exactement la même chose et on veut prémunir notre pays, encore une fois, des dangers qui pèsent sur lui. Et comme on est obligé d'avoir une forme de pyramide des hiérarchies, parce que c'est ça aussi la politique, nous la prenons telle qu'elle est. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que nous minimisons les dangers qui, par ailleurs, peuvent exister et qui sont, pour certains, à nos portes. Demain, il y aura une proposition de résolution qui sera débattue à l'Assemblée, appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine. Quelle sera la position du groupe RN ? Enfin, écoutez, je vous renvoie au débat qui s'est déroulé lundi, quoi. Enfin, moi, je veux bien qu'on fasse ça toutes les semaines, hein, mais moi, en ce qui me concerne, je ne vois pas bien ce que je peux dire différemment demain de ce que j'ai exprimé lundi pendant un quart d'heure, longuement, je crois complètement, à la tribune de l'Assemblée. Donc oui, nous soutenons l'Ukraine dans l'esprit, parce que c'est ce que nous faisons depuis maintenant 2 ans et demi, dans l'esprit de permettre à l'Ukraine d'arriver dans les meilleures conditions possibles dans les négociations de paix. Car s'il s'agit de soutenir l'Ukraine, de lui livrer des armes pour continuer à faire une guerre qui fait des centaines de milliers de jeunes gens blessés, tués, déplacés, réfugiés, sans en voir le bout, en réalité, on participe à un véritable massacre. S'il s'agit d'aider l'Ukraine à arriver dans les meilleures conditions possibles, en position de force, c'est un peu difficile au bout de 3 ans de dire ça, mais en position de moindre faiblesse dans les négociations qui s'ouvrent avec la Russie, nous sommes d'accord, nous l'avons toujours été. Mais dans la proposition de résolution, il y a l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. J'y suis fondamentalement opposée. Je ne voterai pas. Moi, je connais la technique maintenant. Depuis, vous savez, je suis un peu blanchie sur le harnais. Je n'ai pas les cheveux blancs, mais je pourrais. Je connais la technique. C'est la même que dans le cadre du Parlement européen. C'est-à-dire qu'on fait une belle résolution, soutien à l'Ukraine, et à l'intérieur, on vous glisse toute une série de choses dont on sait pertinemment que vous y êtes fondamentalement opposés. En espérant pouvoir vous contraindre à le voter parce que vous avez peur qu'un certain nombre de journalistes disent « Ah, vous avez vu, hein, ils n'ont pas voté le texte de soutien à l'Ukraine. Ils sont vraiment très méchants. » Bon, moi, on ne me forcera pas à voter un texte dans lequel on demande l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Je l'ai dit très clairement, et je le dis très clairement d'ailleurs aux Ukrainiens avec toute l'amitié que je leur porte. Je ne souhaite pas l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne parce que l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est la mort de l'agriculture française. Voilà, c'est extrêmement clair. Par un double effet d'écrasement, l'écrasement de la PAC qui, du fait de l'entrée dans l'Ukraine, verra toute une série d'aides arriver à l'Ukraine et une redistribution des aides de la PAC qui entraînerait pour la France une perte de 20% des subventions de la PAC.
Premier élément d'écrasement. Deuxième élément d'écrasement, c'est évidemment la concurrence déloyale que nous subissons d'ailleurs depuis 1 an, puisqu'on l'a testé, cette concurrence déloyale. On l'a testé sur le sucre, on l'a testé sur le poulet, on l'a testé sur les œufs, et c'est un drame. C'est-à-dire que les importations ukrainiennes sont absolument massives. Or, le poulet français est vendu à peu près à entre 8 et 10 euros le kilo, le poulet ukrainien 3 euros le kilo. Nonobstant les problématiques sanitaires des produits qui sont utilisés par l'Ukraine. Donc c'est non. Moi je veux bien, encore une fois, tout faire pour aider l'Ukraine. Je ne veux pas le faire au prix de la vie de secteurs économiques entiers de notre pays. Et donc cette résolution en l'état, ça serait plutôt une abstention Oui, mais vous me dites ça, elle est amendable. Bon, voilà, donc avant que le débat ait lieu, avant que les votes de potentiels amendements aient eu lieu, il est assez difficile de vous répondre. Ce qui est sûr, c'est que je ne voterai aucun texte dans lequel il y a l'engagement, en quelque sorte, que l'Ukraine, d'un soutien à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, parce que je violerai mes opinions profondes, celles de mes électeurs, et je ne souhaite pas le faire.